Il est exactement 19 h à Bamako, depuis la capitale malienne, d'où nous émettons. Merci encore une fois de votre soutien sans faille à Chérif la télévision. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande édition de ce dimanche 15 avril 2018. Tout de suite, direction la commune rurale de Pelengana, où il y a eu le lancement de la première édition du concours de transparence du programme de gouvernance locale Redevable PGLR. Une occasion saisie par madame le maire de la dite localité pour initier une cérémonie de présentation et de remerciement à l'endroit de toute la population, cérémonie couplée à la journée citoyenne. Nos envoyés spéciaux sont Amadou Kamara et Seydou Niareya. Pelengana est une commune rurale du Mali, située dans les cercles de Ségou, avec une population estimée à plus de 56 259 habitants, en pleine mutation avec les autorités communales. Madame Diabaté Mamou Bamba est l'une des chevilles ouvrières de cette refondation de la commune. Bon, cet événement, je le place dans le cadre de la transparence, de la cohésion à Pelengana, parce que dans la transparence, il faut reconnaître qu'il y a la cohésion, parce qu'on est ensemble dans la commune de Pelengana. Tout ce qui s'est fait à Pelengana, la collectivité associe tous les redevables, les chefs de village, les femmes, la jeunesse, les handicapés de la commune. Tout le monde est associé dans le développement de la commune. Selon les responsables de la mairie de Pelengana, la commune est confrontée à de nombreuses difficultés de mobilisation de ses ressources financières. Par rapport aux ressources de Pelengana, on a un problème très délicat. Parce que la commune de Pelengana est contiguë à Ségou. Donc Ségou étant une commune urbaine, donc il y a là-bas l'incivisme qui reste beaucoup. Donc par rapport à ça, donc la commune a instauré un cadre de concertation. Chaque 3 mois, on convie tous les acteurs impliqués dans la mission des ressources financières. On échange aux difficultés. Donc cela depuis beaucoup d'années. Donc aujourd'hui, le manque que nous réunit, c'est pour encore promouvoir la citoyenneté, inviter la population à venir payer leurs dus. Parce que sans ce dû-là, la commune ne peut pas se développer. Annuellement, la commune organise une journée citoyenne de mobilisation des ressources financières de la commune. Donc, ce matin, nous avons invité une réunion pour préparer cette journée citoyenne. Je pense que c'est une bonne chose, mais Dieu faisant bien les choses, on avait participé à un concours de transparence entre les communes. Il y avait 99 communes qui devaient compétir. Je pense qu'il y a une quinzaine qui ont compétit et nous sommes sortis parmi les 3 meilleures communes. Et pour cela, nous avons gagné un prix de 30 millions de francs CFA. Nous allons profiter de l'occasion pour présenter ça à notre population. Cette cérémonie de restitution était couplée à l'organisation de la journée citoyenne que la mairie organise chaque année pour inciter les populations à s'acquitter de leurs devoirs citoyens. La journée citoyenne, c'est comme d'habitude, chaque fois à Pelengana, dans la commune rurale de Pelengana, on organise la journée citoyenne pour montrer qu'il y a des bons citoyens à Pelengana. Parce que les bons citoyens, c'est celui qui vient payer ses taxes sans répression. Parce qu'une fois, lors de la restitution publique du compte administratif du maire, j'ai eu à montrer au chef de village qu'on a dépensé plus de 3 millions pour la mobilisation des ressources de la commune. Bon, ces 3 millions ont été dépensés lors de la mobilisation des forces de l'ordre pour faire des tournées dans les villages pour récupérer la télé. Le sentiment par rapport à cette cérémonie de remise de ces géants, c'est de satisfaction et aussi un sentiment d'une commune quand même qui a donné le bon exemple. Qui a donné le bon exemple en termes de redevabilité vis-à-vis de sa communauté. Rappelons que le programme gouvernance locale et redevable PGLR est un programme de 6 ans qui contribue au développement des mouvements de jeunes citoyens engagés pour une meilleure gouvernance locale et des services publics dans 180 communes du Mali. Le maire, ses conseillers ainsi que les populations de Pelengana sont tous heureux de recevoir ces prix et comptent bien les sauvegarder.
Chérifla Télévision, votre chaîne de proximité soucieuse du renforcement des capacités de l'ensemble de ses agents. Justement, c'est dans le but de renforcer les capacités techniques de son personnel pour mieux vous servir, vous qui êtes les téléspectateurs. La commission de gestion de Chérifla a initié une session de formation de 3 jours à l'endroit des techniciens au niveau de la régie de diffusion. La session a démarré le lundi dernier dans nos locaux même et les bénéficiaires se réjouissent fort bien de cette belle initiative. Le reportage est signé Abdulkarim Sako et Baba Keïta. Oui, j'ai atteint mes objectifs, surtout eux ont atteint les leurs. C'est-à-dire qu'ils ont été très assidus, très concentrés. Et je dois avouer que c'était une très bonne équipe, des gens très motivés, très consciencieux et on a beaucoup progressé ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, sans vouloir aller trop loin, je pense qu'ils ont aujourd'hui des très bonnes compétences, aussi bien dans l'utilisation des équipements, mais surtout dans la maintenance et dans le diagnostic des pannes. La commission de gestion de Chérifla TV a initié cette formation à l'endroit de son personnel technique au niveau de la diffusion. Cette formation a suivi d'abord, précédemment nous avons installé effectivement un amplificateur pour sécuriser l'ampli que nous avons ici. C'est dans le cadre de la sécurisation des équipements. Parce que nous ne voulons plus que dès que nous avons un problème, que le temps d'intervention soit aussi long. Raison pour laquelle nous avons initié cette intervention. La formation aussi, elle est bienvenue parce que quand on installe un équipement, il faut pouvoir former les gens qui l'utilisent. Donc, raison pour laquelle la formation a été initiée non seulement à l'endroit des techniciens de la transmission, mais aussi à l'endroit des techniciens au niveau de la diffusion. C'est pour pouvoir maîtriser non seulement les principes satellitaires, mais aussi les principes de la diffusion. Parce que la diffusion, pratiquement, c'est la dernière phase de la production d'une télévision. Donc nous sommes très contents puisque non seulement les formateurs, mais aussi ceux qui ont été formés ont tous montré leur satisfaction vu la qualité de la formation. Donc vraiment nous sommes très contents. Nous prions le bon Dieu que cela soit une continuité. C'est pour satisfaire tous les Maliens à l'intérieur ici aussi bien qu'à l'extérieur. Un autre événement, non des moindres de la semaine, c'est le lancement de la journée du programme de formation Stewardship sur l'utilisation des bio-intrants agricoles. C'était en milieu de semaine à l'hôtel Massalé, une initiative du groupe Éléphant Vert. Le thème retenu cette année, agriculture saine et durable, et le reportage est signé Sadio Sidibé et Draman Malé. Comme chaque année, les responsables du groupe Éléphant Vert Mali organisent une conférence annuelle afin de faire le bilan des activités et proposer des pistes de solutions. Le groupe Éléphant Vert est un groupe international qui est basé qui a 18 filiales, 18 entités, dont l'entité du Mali. Et Éléphant Vert est orienté, son cœur de métier, c'est d'assurer la mise à disposition au niveau des agriculteurs, des bio-intrants. Et quand on parle de bio-intrants, c'est-à-dire des biofertilisants composés d'amendements organiques et d'engrais, des biostimulants qui stimulent la croissance de la plante dans les contextes de changement climatique et des biopesticides qui luttent aussi contre les nuisibles. Notre philosophie, c'est de dire que ceux qui peuvent accompagner, ceux qui ont besoin d'une agriculture saine et durable puissent disposer d'un produit de qualité et d'un produit à un coût abordable pour pouvoir produire de façon saine. Après l'ouverture de la conférence, la directrice de l'Éléphant Vert a dressé le bilan de l'année écoulée jugé satisfaisant. L'année dernière, le bilan était positif. Malgré que tous les Maliens l'ont constaté, on a eu des poches de sécheresse l'année dernière qui ont fait que certaines cultures n'ont pas donné suffisamment de rendement, mais l'année dernière, la campagne s'est bien passée. La campagne s'est bien passée parce qu'on a accompagné nos partenaires producteurs de riz dans la zone office du Niger. On a accompagné des producteurs de maïs, on a accompagné des producteurs de coton, on a accompagné des producteurs de sésame, des producteurs d'oignons et échalotes, des producteurs de tomates. Ça s'est bien passé l'année dernière. Et cette année, on souhaite, si l'hivernage, si la pluviométrie est au rendez-vous, de pouvoir les accompagner mieux, puisqu'on se prend à l'avance. L'année dernière, on a fait le lancement au mois de mai, on a tiré les leçons, on lance la campagne cette année au mois d'avril. Donc on est beaucoup plus préparé pour anticiper tous les besoins
avant le début de l'hivernage. On est un total aujourd'hui sur le terrain de plus de 115 employés et on génère plus de 2000 emplois directs. Et nos produits sont 100% maliens, ça veut dire que tout ce qui rentre, les intrants qui rentrent dans la production de nos biofertilisants, ils sont composés de déchets d'origine animale et végétale. L'objectif, c'était le lancement de la campagne agricole. Dans le lancement de la campagne agricole, c'est de réunir nos partenaires, c'est de partager avec eux les dernières analyses, les résultats, les protocoles et les recherches qui ont eu autour de la matière organique, autour de la mise en place de nos produits, autour des itinéraires de production et spécifiquement ce matin autour du maïs, autour du sésame et autour du sorgho. Cet atelier d'échange qui s'est ouvert aujourd'hui va booster la production agricole de notre pays. Les travaux se poursuivront jusqu'au 13 avril 2018 à Ségou. Une autre session de formation dans cette grande édition. La Direction nationale des eaux et forêts, à travers le programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR, a clôturé vendredi sa 16e session de formation des agents du développement rural. Le partenariat public-privé et la promotion de la foresterie privée et urbaine était le thème central de cette 16e session. Pour plus de détails, voyons ce reportage signé Abdulkarim Sako et Samba Traoré. Venue de plusieurs zones de l'intérieur du pays, la présente session de formation a été l'occasion pour les participants de partager et d'échanger sur les mécanismes à mettre en pratique pour promouvoir le partenariat public-privé en vue d'un développement harmonieux et respectueux vis-à-vis de l'environnement. Oui, l'utilité de ce partenariat public-privé permet d'avoir une certaine complémentarité entre la satisfaction des besoins des services publics que l'État à un moment donné a des difficultés pour satisfaire, que le privé peut venir en complément. En retour aussi, le privé aussi, en apportant son appui aussi quelque part, tire profit aussi par rapport à ça. Donc on se dit de façon très commune, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Bon, le partenariat public-privé, comme son nom l'indique, c'est une collaboration entre l'État et un opérateur économique privé pour la réalisation d'un service public. Et aujourd'hui, on est sur le partenariat public-privé dans le cadre de la foresterie au Mali. Et donc, ça consiste à voir quelles sont les possibilités de collaboration entre l'État et les privés pour mettre en œuvre des projets de développement forestier qui permettent aux citoyens d'accéder à des services comme des services de sécurité alimentaire, des services d'accès à des produits énergétiques, des services de créer un cadre de vie agréable et idéal pour les populations, de créer des espaces de loisirs, des espaces de détente, de récréation. L'important, c'est que l'État n'a pas tous les moyens, mais les opérateurs économiques ont beaucoup de moyens. Ils ont beaucoup de ressources. À défaut d'avoir des ressources de liquidité, ils ont une très forte capacité de mobilisation des ressources financières avec la possibilité de co-investissement, avec la possibilité d'avoir accès à des financements bancaires, à des financements étrangers, etc. Donc il y a cette grande capacité et cette grande disponibilité qui est là que l'État peut mobiliser. Estimant que l'État à lui seul ne peut pas satisfaire toutes les attentes des populations, le représentant du directeur national des eaux et forêts dira que l'utilité d'une telle formation se passe de tout commentaire eu égard à l'importance de la relation publique-privée dans tout développement. Ce partenariat révèle une grande importance pour nous, service des eaux et forêts, parce que qui connaît aujourd'hui la réalité de ce pays, c'est que nos forêts sont en train de partir petit à petit pour beaucoup de raisons climatiques, raisons anthropiques. Et donc, l'État seul ne peut plus. L'expérience a prouvé maintenant, nos constats ont prouvé maintenant que l'État seul ne peut plus. Et comme tout autre domaine. Donc voilà pourquoi nous avons tendu la main au privé, pour qu'on se donne la main pour sauver le peu qui reste en République du Mali en matière de forêt et de faune. Nos attentes ont été atteintes dans la mesure où on a fait appel à beaucoup de services, notamment du monde rural, avec lesquels le service des eaux et forêts évolue beaucoup. Et seulement c'est parce qu'il faut que les gens comprennent que l'environnement n'est pas seulement l'apanage du seul service des eaux et forêts. Donc il faut que tout le monde s'intéresse. C'est un domaine très transversal et si chacun de nous joue son rôle, que chacun de nous se sente responsable de la perte de notre couvert végétal,
je pense qu'on va gagner ensemble. Cette 16e session aura permis aux participants 5 jours durant d'être mieux édifiés également sur les textes de loi régissant la relation publique-privée. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koïta, et ses collègues de la défense et des anciens combattants, Tchena Koulibaly, ainsi que Maître Kadja Sangaré des droits de l'homme, ont animé le briefing traditionnel du Conseil des ministres. C'était jeudi dernier au Centre d'information gouvernementale Sigma, des sujets relatifs aux événements de Djoura et l'examen de 4 points de décret, dont l'attribution de 3 marchés. Voyons plus de détails avec Sadio Sidibé et Fousseini Keïta. Au cours de cette rencontre hebdomadaire avec la presse, 3 sujets étaient à l'ordre du jour. Le premier était celui du ministre en charge de la Défense et des anciens combattants qui a apporté des précisions concernant l'incident survenu à Djouara la semaine dernière en invitant la population d'arrêter de culpabiliser l'armée malienne. Vendredi 6 avril, moi j'étais absent de Bamako, mais j'ai entendu parler de l'affaire et sur le champ, le ministère de la Défense a fait un communiqué. Mais lorsque je suis arrivé à Bamako le samedi soir, donc dimanche, j'ai rencontré les chefs militaires pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et au stade actuel des informations, ce que nous savons, c'est quand même qu'il y a eu des morts. Combien y a-t-il eu effectivement de morts? Comment ont-ils été tués? Par qui ont-ils été tués? Rien de tout cela n'est précis. C'est pour cette raison que j'ai ordonné une enquête par le procureur militaire. Alors donc nous, le gouvernement du Mali, nous faisons nos enquêtes aussi, mais il faut arrêter de culpabiliser l'armée du Mali. L'armée du Mali fait du bon travail. Tant qu'il y a un terroriste quelque part, nous allons partir le chercher. Anta Dabla, Founou Bessara, les terroristes. Autre cas de violation des droits de l'homme a fait l'objet de débats lors de cette rencontre suite à un rapport publié par Human Rights Watch. Madame le ministre des droits de l'homme, Maître Koulibaly Kadija, explique. Donc nous, au cours du temps qu'on a passé pour évaluer ou vérifier ces allégations, les témoignages que nous avons reçus, parce que nous avons entendu des populations, des chefs traditionnels comme les chefs du village, l'administration, les préfets de tous les cercles de Djoila, de Douanza, qui sont venus nous rencontrer. À l'époque, on n'a pas pu vérifier vraiment, on ne pouvait pas dire si ces allégations étaient vraies ou fausses. S'agissant du compte rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koïta, dira que 4 points ont été soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil des ministres. Le premier projet de décret a été soumis par le ministre de l'économie et des finances. Il est relatif aux travaux d'aménagement de 2x2 du 3e pont à la RN6 à Irimadio et également à la construction d'un échangeur multiple et la rénovation également de cette même route de 6 km 500 allant de la Tour de l'Afrique jusqu'à l'échangeur. Donc le marché a été attribué à l'entreprise Razel pour un montant de 32 milliards 291 millions de francs CFA et financé entièrement par le budget national. Le deuxième marché également s'inscrit dans ce même cadre. Il s'agit du marché relatif au contrôle et à la surveillance de l'aménagement de cette voie et de ce marché surtout. Donc ce marché a été attribué au bureau d'études SIRA pour un montant de 1 milliard 529 millions de francs CFA et là aussi financé sur le budget national. Donc pour un délai d'exécution pour la société Razel, le délai d'exécution est de 18 mois. Pour le bureau d'études, le délai d'exécution est de 20 mois. Donc il y a également un troisième marché. Il s'agit du marché, l'approbation du marché relatif au contrôle et à la surveillance de la route Kai Sadiola Kenyeba tronçon 1. Le tronçon numéro 1, donc ça concerne Sadiola Kai, longue d'une distance de 90 km. Et ce marché a été attribué également au bureau d'études SIRA pour un montant de 1 milliard 700 millions de francs CFA. Et là également financé sur le budget national. La route est financée par le budget national
le contrôle est financé par le budget national, ça veut dire quelque part que l'économie malienne se tient à merveille. Il y a également le ministre de l'économie et des finances a également soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil des ministres un projet de texte relatif à l'affectation d'une parcelle de terrain objet de titre foncier 14348 pour la construction d'une agence auxiliaire de la BCEAO. C'est CAI qui va abriter cette agence auxiliaire de la BCEAO. Comme vous le savez, le Mali a 3 agences. Il y a l'agence principale à Bamako, l'agence de Sikasso, l'agence de Mopti. Et demain, ce sera l'agence de CAI. Les journalistes ont été également édifiés sur la présentation de la politique générale du Premier ministre qui sera devant l'Assemblée nationale le vendredi 20 avril 2018. Par ailleurs, une minute de silence avait été observée suite au crash d'un avion militaire ayant causé la mort de 257 passagers en Algérie. Avant de refermer la grande édition d'aujourd'hui, nous en arrivons justement à l'événement religieux de la semaine. En effet, à l'occasion de l'anniversaire de la commémoration du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la Fédération des Ansars a organisé une grande soirée de prêche jeudi dernier à l'hippodrome dans la commune 2 du district de Bamako, animée par le guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madan Aidara. Cette cérémonie de prêche a regroupé des centaines de fidèles musulmans venus de l'intérieur tout comme de l'extérieur du pays. Voyons plus de précisions avec ce reportage signé Ousmane Sogore, Ibrahim Koulibaly, Foussène Keita et Seydou Niaria. L'ascension nocturne du prophète paix et salut sur lui est un grand honneur du Seigneur accordé à Mohammed afin de lui faire voir ses merveilles de la création. Selon la tradition, elle a eu lieu la 27e nuit du Rajab, 7e mois du calendrier musulman. C'est pourquoi cette date est célébrée un peu partout par les musulmans à travers le monde. Dans notre pays, la Fédération des Ansars, qui regroupe une trentaine de pays, sous l'égide de Seyd Cherif Ousmane Madan Aidara, a animé une grande soirée de prêche à cet effet, car la nuit revêt d'une importance capitale pour les avertis. C'est un grand événement pour tous les musulmans, parce que ça montre que, en tout cas, notre prophète a eu l'occasion d'aller rencontrer notre Seigneur, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ça c'est une occasion spécifique qui n'est pas donnée, n'est-ce pas, à aucun prophète. Seulement notre prophète a eu cette occasion d'aller rencontrer Dieu tête à tête, face à face. Et après ça, Dieu a dit à notre prophète beaucoup d'événements, beaucoup de choses pour, n'est-ce pas, le développement de l'islam, pour réconforter en tout cas ces Sahaba, pour que soient en tout cas les musulmans exemplaires, les bons musulmans qui ont en tout cas le prophète exemplaire que Dieu aime beaucoup. Et nous aussi, si nous suivons ce prophète, Dieu va nous aimer comme il faut. Donc à l'occasion de cet événement, nous sommes très contents pour être là et commémorer cet événement, pour que nous reconnaissons la valeur de notre prophète et que pour rehausser notre foi et notre connaissance en islam. À cette nuit bénie, plusieurs actes sont recommandés, mais les plus importantes restent des prières et des charités à l'endroit des nécessités. Bon, les actes qui sont recommandés sont très nombreux. Fondamentalement, il faut faire beaucoup de bien aux prochains, et pitié, n'est-ce pas, aux pauvres, les aider financièrement, moralement, en bonne parole, en toutes circonstances. Et d'adorer également spécifiquement, appeler Dieu, faire des bénédictions pour sa famille, pour la communauté, pour les musulmans tout court, pour les dirigeants, pour le pays. En tout cas, c'est une occasion pour cela. L'occasion a été saisie par les fidèles musulmans de formuler des vœux de bénédiction pour le retour de la stabilité et d'une paix durable au Mali. Ce soir mémorial, nous formerons des vœux de stabilité et de paix pour l'ensemble du monde musulman et particulièrement pour le Mali. Nous savons que notre pays vit une situation très difficile, mais nous allons profiter de ces cérémonies, de ces événements pour faire des vœux, pour formuler des bénédictions pour l'ensemble du pays, pour que la paix règne dans ce pays, pour que nous sortons de cette situation, et nous formerons également des vœux
en cette veille des échéances électorales, nous lançons un appel à tous les citoyens, à tous les patriotes, à tous ceux qui aiment le Mali, pour que cette situation nous sorte de cette situation difficile que nous vivons actuellement. Dès le début de la soirée, Chérif Ahmed Tijani Aïdara a été le premier à évoquer les mérites de cette nuit. Ainsi se referme la grande édition de ce dimanche 15 avril 2018, en espérant que vous y avez prêté une attention toute particulière. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon début de semaine en compagnie des programmes de votre télévision de proximité, Chérif La Télévision. À très bientôt pour d'autres news.